Alors, aujourd'hui, c'est le lancement de Autisme Soutien par et pour les autistes. Et c'est Marjorie Desormeaux-Moreau, professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, chercheure régulière à l'Institut universitaire en DI et en TSA, fondatrice du collectif PPAR, Participation par et pour les autistes, recherche orientée vers la participation. Donc, voilà, c'est dans ça ses implications. Elle est aussi chercheure à l'Institut ici et elle fait partie de mon axe qui s'appelle De la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé. Marjorie s'identifie comme chercheur autiste. Elle adopte une perspective critique aussi des conceptions de l'autisme et elle promeut la neurodiversité. Donc, elle est donc une de nos conférencières et ses co-conférencières, co-présentatrices sont Noé Carrière, Marie-Ève Laurando et Mathilde Chagnon. Alors, je présente les trois. Noé Carrière détient une maîtrise en études féministes et de genre, où elle s'est spécialisée, entre autres, en études critiques du handicap, en études critiques de l'autisme, en études de l'affect et en théorie intersectionnelle. Donc, c'est une agente de réadaptation à la polyvalente du Carrefour et elle est responsable aussi des dossiers de climat scolaire, violence, intimidation, de la diversité sexuelle et de genre, de la diversité culturelle, de la douance et des élèves autistes, du parcours polyvalent et du programme international. En plus, c'est quelqu'un qui s'identifie comme autiste et Noé a le privilège de s'impliquer dans Autisme Soutien, entre autres, en tant que membre du conseil d'administration et du comité de développement et de coordination. Voilà, quelqu'un de très impliqué. Ensuite, on a aussi Marie-Ève Laurando qui détient un baccalauréat en psychologie. Et elle a également réalisé des études supérieures en psychologie, en psychopédagogie et en éthique appliquée. En tant que personne autiste et parent et intervenante scolaire communautaire, elle s'est impliquée auprès d'Autisme Soutien et donc c'est une mission qui lui semble tout à fait pertinente là, par rapport au contexte social, politique actuel. Puis je vais aussi présenter, je vais laisser les gens terminer de se présenter eux-mêmes s'ils le veulent, mais je vais présenter rapidement la dernière personne qui pourra aussi compléter. Parce que je veux laisser vraiment du temps plus à justement à nos conférencières. La dernière personne, quand même, Mathilde Chagnon, elle détient un bac en kinésiothérapie de l'Université de Montréal. Elle termine sa maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. C'est quelqu'un aussi qui s'identifie comme autiste et qui a intégré Autisme Soutien en septembre 2022. Alors, j'espère que je n'ai pas commis d'erreurs dans mes descriptions, mais sinon, je vous invite à rectifier, à compléter. Merci. Donc, de mon côté, je vais démarrer mon partage d'écran. S'il y a une personne qui peut me faire un petit signe. Parfait, c'est bon. Donc, merci. C'est avec beaucoup de plaisir là, qu'on prend le temps d'être ce midi connecté pour vous présenter, vous partager, en fait, le fruit d'un long travail qui a mené au lancement, à la création et maintenant au lancement d'Autisme Soutien. Donc, dans notre présentation aujourd'hui, Mathilde, Marie-Ève, Noé et moi, on va s'attarder à l'inadéquation entre les besoins de soutien des autistes et les services qui sont actuellement disponibles. On va s'attarder aussi au par et pour ou encore à la nature là, ainsi qu'à la structure citoyenne et communautaire d'Autisme Soutien. Et pour ça, on va évoquer au passage d'études participatives à visée émancipatrice qui a mené à la concrétisation d'Autisme Soutien, une étude de besoin par rapport aux besoins de soutien social. On va s'attarder aux approches sur lesquelles s'appuie Autisme Soutien et à sa mission. Et on va aussi finalement s'attarder à son service de soutien en ligne, soutien social en ligne par et pour des autistes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, on va apporter une précision importante qui concerne le vocabulaire qu'on va utiliser. Donc, le terme qu'on utilise dans cette présentation-là,
c'est pour parler des personnes qui détiennent un savoir expérientiel de l'autisme. Vous notez qu'on a fait le choix de privilégier un langage qui est axé sur l'identité plutôt qu'un langage qui est axé sur la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'autisme, donc A minuscule, A majuscule, autiste avec le reste, plutôt que de personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Puis, on a fait ce choix-là en considérant que c'est un langage qui est axé sur l'identité, qui représente la préférence d'une majorité au sein de la communauté autiste, qui, par opposition à un langage axé sur la personne, s'avère perçu un peu plus offensant pour une majorité de personnes dans la communauté autiste. C'est un choix qui est d'ailleurs aligné avec les recommandations de d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'autisme. On va parler de Botta, Amlund, Williams. On sait par contre que cette préférence-là, pour un langage qui est axé sur l'identité, c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des membres de la communauté autiste, puis on respecte tout à fait l'opinion des personnes qui, directement concernées, pourraient préférer d'autres termes. Donc, la décision à un tel langage est pour nous un positionnement politique qui vise l'enracinement puis la reconnaissance de l'autisme comme une identité sociale positive. Puis, les personnes peuvent noter que dans notre soutien visuel, là, comme je l'avais mentionné au début, on s'est inspiré d'une pratique courante au sein des communautés sourdes, donc F minuscule, barre oblique, F majuscule sourde, qu'on a choisi d'utiliser le terme autisme, donc le A minuscule, barre oblique, A majuscule, autiste, pour reconnaître que certaines personnes se considèrent autistes, donc avec un minuscule pour traduire qu'il s'agit pour elles d'un état, d'une condition, d'une façon d'être. Puis, on utilise le A majuscule pour traduire qu'il s'agit pour elles d'une partie de leur identité. Donc, on vient combiner les deux. Donc, pour vous mettre en contexte, j'enchaînerai en soulignant qu'il y a plusieurs autistes adultes qui se positionnent porte-à-faux avec le système des services traditionnellement offerts de soutien formel. C'est une réalité qui, malheureusement, n'est pas surprenante. En fait, le pourquoi? Eh bien, parce que la majorité des services formels qui sont actuellement offerts, ils ont été élaborés, donc autrement dit, ils ont été mis en place sur la base d'une compréhension médicale, d'une compréhension clinique de la réalité des autistes. Parce que ces services qui ont été mis en place sur la base d'une compréhension qui s'appuie sur des savoirs qui nous viennent d'études historiquement menées sur les autistes par des personnes cliniciennes, des chercheurs qui sont alistes. Donc, le mot aliste est utilisé ici pour décrire les personnes qui ne sont pas autistes. Et puis, ces recherches qui ont été faites là, c'est en gros par des non-autistes. Pour dire simplement plutôt, l'essentiel des services formels qui soient offerts par les réseaux de santé, de services sociaux ou même par le réseau éducatif, par toutes les structures organisationnelles d'ailleurs, ça s'appuie sur une compréhension qui est surtout celle de personnes alistes et donc de personnes non autistes. C'est important à ce stade-ci de souligner que ce que la vaste majorité des gens pensent savoir de la réalité du vécu des autistes, ça s'appuie sur des savoirs qui sont issus, autrement dit, qui ont été générés dans le cadre de recherches qui ont été faites sur les autistes et non pas avec ou par des autistes. Et ça, c'est problématique pour différentes raisons, notamment le fait que la recherche qui se fait sur les autistes et non pas avec ou par des autistes, ça s'appuie sur la prémisse, sur la croyance, sur l'idée reçue selon laquelle les autistes ne sont pas capables, ne sont pas en mesure, n'ont pas les ressources pour produire des savoirs, pour produire des connaissances. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle une injustice épistémique. Un type d'injustice qui affecte une personne en tant que connaisseuse ou en tant qu'agente épistémique, c'est-à-dire en tant que personne qui produit, qui utilise ou qui transmet des connaissances, y compris des connaissances sur sa propre expérience personnelle et sociale. Les savoirs qui sont issus de recherches qui sont faits sur les autistes et non pas avec ou par des autistes, c'est aussi problématique compte tenu de ce que Damien Milton, qui est un chercheur autiste britannique, appelle le Double Empathy Problem. En français, on pourrait traduire par le problème ou les enjeux de la double empathie. Le problème de la double empathie vient mettre en évidence que les alistes, donc les personnes non autistes, tendent à avoir du mal à comprendre puis à communiquer avec les autistes. Et ça, c'est ce qui vient expliquer que les façons de penser puis de faire,
les façons d'agir des autistes sont souvent mal interprétées par les ALIStes. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a un nombre croissant d'auteurs qui ont discuté, qui ont exploré en quoi et comment les façons d'être, d'agir puis de communiquer des autistes tendent à être mal interprétées par les ALIStes, ce qui vient contribuer, en fait, au final, à une perception défavorable des autistes. Dans le contexte où cette mésinterprétation des intérêts, des façons de penser, puis ultimement des comportements qui ne correspondent pas aux normes, aux attentes établies par les majorités des autistes, bien, ça conduit malheureusement trop souvent là, à des préjugés qui peuvent aller jusqu'à d'importants traumatismes. À des préjugés qui font en sorte qu'on va plus souvent qu'autrement offrir des services, du soutien qui n'est pas nécessairement en adéquation avec les besoins des adultes autistes et finalement, ben, l'inadéquation entre les besoins des adultes autistes et les services actuellement offerts n'est pas si surprenante. Face à cette inadéquation-là, qui date d'un certain, qui date, là, qui n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau, en fait. Donc, face à cette inadéquation-là, on observe deux grands phénomènes, parmi bien d'autres, mais deux grands phénomènes, à savoir qu'il y a des autistes qui sont de plus en plus nombreux à se mobiliser, à s'organiser, à mettre en place différents groupes d'échange puis de soutien, qui sont très nombreux d'ailleurs en ligne. Ailleurs dans le monde, il y a des initiatives qui se formalisent puis se mettent en place pour offrir du soutien en ligne formel, donc mettre en place des structures formelles dédiées à une offre de soutien social par et pour des autistes. Et on observe aussi en parallèle une montée de la recherche participative dans le domaine de l'autisme, mais pas seulement. On observe aussi qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont menées par des chercheurs qui sont ouvertement autistes. La mise en place d'Autisme Soutien, ça combine les deux. Parce qu'il s'agit d'un projet qui, au départ, est issu d'une initiative citoyenne qui avait été lancée puis portée par des adultes autistes, initiative dans laquelle j'avais moi-même été impliquée là, en tant que bénévole. Lancée en 2018, cette initiative-là, première, elle avait duré quelques mois avant d'être interrompue dans son fonctionnement là, en raison d'un manque de soutien financier, puis de quelques défis là, rencontrés dans le déploiement du service. À ce moment-là, il y a eu une prise de recul qui s'est faite par rapport aux difficultés, aux défis rencontrés, puis un partenariat qui s'est établi entre des citoyens et des citoyennes autistes et des chercheurs pour relancer le projet en venant l'ancrer dans une recherche participative. Donc là, je suis décalée dans mes animations, désolée. Dans le contexte de cette recherche, on était au départ une équipe composée de 9 personnes, dont 4 partenaires citoyens, citoyennes autistes, une chercheure autiste, ça c'était moi, 2 chercheurs ALIStes et une professionnelle de recherche également. Il y a 3 des membres de l'équipe, en fait, de recherche à l'époque qui avaient une expérience de la première initiative, celle dont je viens tout juste de vous parler, 2 en tant que bénévoles. Ces membres avaient un savoir précieux, des savoirs pratiques, notamment en lien avec les défis et les difficultés qui avaient été rencontrés à ce moment-là. Puis, bien, on s'est fait le pari d'être en mesure de les dépasser ou d'y trouver des solutions. Les autres membres de l'équipe de recherche, c'est des personnes qui ont été invitées à joindre en raison de leur intérêt, de leur engagement dans les communautés autistes ou de leurs travaux de recherche. On a initié ce projet-là à l'été 2019. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille sur le projet. Puis en 3 ans, bien, le temps passe, la réalité des gens, les disponibilités des gens changent et évoluent. Puis leurs projets, bien, ils peuvent être amenés à se redéfinir. Donc, à l'intérieur de notre équipe de recherche, ça fait en sorte que 2 des partenaires citoyens, citoyennes qui étaient initialement impliqués, qui ont quitté pour s'investir dans d'autres choses, et une autre personne autiste qui s'est jointe au projet pour un total, là, au final, dans la version la plus récente de l'équipe de recherche, de 3 partenaires citoyens autistes. Dans notre équipe de travail, c'était très important, c'était crucial de reconnaître puis de respecter l'importance des différents savoirs apportés par les différents membres. Donc, on parle ici de savoir d'expérience, de savoir académique, de savoir professionnel, de savoir scientifique. Puis le croisement des savoirs, parfois à l'intérieur même d'une même personne, a toujours été considéré comme très riche et important à considérer, à reconnaître et mettre de l'avant. À l'été 2020, on a lancé une étude de besoins
Une étude de besoin qui visait à explorer l'accès actuel au moment où on a fait de l'étude, et les besoins d'adultes autistes québécois en termes de soutien social, qui visait aussi à documenter les aspects considérés pour soutenir la mise en place d'un service de soutien social en ligne par et pour des adultes autistes. Pour participer, les personnes devaient représenter la clientèle visée par Autisme Soutien, c'est-à-dire qu'elle devait se considérer ou se reconnaître autiste et qu'elle devait avoir 18 ans ou plus. C'est une étude participative, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui s'inscrivait dans une recherche plus vaste à visée émancipatoire, c'est-à-dire par laquelle, en fait, on visait à contribuer à des changements sociaux, à une autonomisation des personnes et des communautés autistes. La collecte de données, ça a pris la forme, je dis rapidement là, pour vous situer, mais sans rentrer dans les détails pour les gens là, qui sont un petit peu horripilés par les méthodes de recherche. Donc, c'est une collecte de données qui s'appuie sur une enquête descriptive en ligne, une stratégie qu'on appelle là, mixte imbriquée. Donc, les personnes avaient à répondre à des choix de réponses, mais avaient aussi la possibilité de fournir des questions ouvertes, des réponses en fait ouvertes, des réponses à développement, en formulant leurs propres réponses. Puis, de façon cohérente avec le type de données qu'on a recueillies, là, on a analysé ces données-là par des analyses statistiques ou encore par des analyses de contenu. Au total, il y a 116 adultes autistes qui ont répondu à notre questionnaire. Les personnes qui ont participé étaient âgées entre 18 et 64 ans. Il y en a à peu près 70 qui ont indiqué être des femmes. Il y en a à peu près 20 qui ont, 70 en fait, 20 qui ont indiqué être des hommes et à peu près 10 qui ont indiqué être non-binaires. Je précise qu'il y a de genre non-binaire. Je précise qu'il y a 97,5 des personnes qui ont participé là, qui résidaient au Québec. Il y a 87 des gens qui ont participé, puis là, je tombe dans plus le détail, puis ce qui est intéressant en termes de, en lien avec l'accès au soutien social, hein, l'objet principal de ce qu'on voulait savoir. Donc, 80 des personnes qui ont participé, qui ont mentionné avoir rencontré au cours des 30 jours qui précédaient la passation du questionnaire une situation qui s'était répercutée négativement. Donc, il y avait un impact négatif sur leur bien-être, leur santé mentale, et ça, ça allait d'une fois à travers le dernier mois à tous les jours. Le recours aux services formels de soutien social était le plus souvent limité pour les personnes qui ont participé en raison de leur inadéquation avec les besoins, de l'inadéquation en fait en lien avec leurs besoins puis leurs préférences et le type de service qui était accessible, disponible, avec le coût ou encore les obstacles à l'accès à ces services, obstacles qui incluaient le manque d'énergie pour demander les services, manque de connaissances sur la procédure pour faire la demande ou littéralement l'absence de tel service dans la région où la personne résidait. Il y a 72 des personnes qui ont participé qui nous ont indiqué que leur source habituelle de soutien social n'était pas en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins, qui n'avaient pas été en mesure de répondre adéquatement au cours des 30 derniers jours à leurs besoins de soutien social. Puis il y en a 13 qui nous ont dit tout simplement ne pas avoir eu accès à aucune forme de soutien social pendant cette période. Parmi les personnes qui ont participé, il y a 80,9 des gens, donc plus que 80 qui sont dit très favorables à l'idée d'utiliser un service de soutien en ligne qui serait offert à des autistes par des autistes. Puis il y en a un petit peu plus que 62 qui ont dit qu'ils étaient favorables à eux-mêmes, en fait, elles-mêmes, être bénévoles pour offrir un tel soutien. Donc, quand on a questionné les gens aussi sur s'il y avait besoin, s'il y avait envie d'aller solliciter du soutien social par d'autres autistes, de quoi ils voudraient parler, ils nous ont fait ressortir plusieurs types de besoins. Donc, les gens ont mentionné avoir besoin d'écoute en lien avec leur vie intérieure, leurs émotions. Nous ont dit avoir envie de pouvoir s'exprimer puis de communiquer par rapport à leur rapport à la société, c'est-à-dire leur place, leur rôle dans la société, en lien avec leur vie professionnelle ou scolaire. Il y a des gens qui ont mentionné aussi avoir envie, avoir besoin d'écoute en lien avec la réalité qui relève de leur vie familiale, avec leurs enfants, la parentalité. Avoir envie de s'exprimer sur leurs passions, leurs passe-temps, leurs intérêts ou encore sur leur relation avec des amis. Il y a des gens aussi qui ont mentionné qu'ils auraient envie d'avoir accès à du soutien social pour pouvoir communiquer par rapport à leur relation de couple ou leur relation romantique.
Et en ce qui concerne les moyens de communication par lesquels les gens auraient envie d'accéder au soutien social qui serait offert, bien, les personnes ont mentionné à plus de 70 qu'elles apprécieraient, et là, ici, ce n'est pas des choix mutuellement exclusifs, hein, vous le verrez, un service par clavardage. Les gens ont aussi mentionné qu'ils pouvaient être intéressés à d'autres modalités comme les vidéoconférences, les courriels, le téléphone ou les messages textes. La quantité de personnes qui ont mentionné avoir envie d'être intéressées à utiliser le soutien social à travers du clavardage, c'est quelque chose qui est venu confirmer les hypothèses de départ qu'on avait, puis orienter le choix des modalités par lesquelles Autisme Soutien va offrir ses services. C'est en suivi un travail de co-construction qui est propulsé par des citoyens et des citoyennes autistes, a permis de définir la nature ainsi que le format du service de soutien social à mettre en place. À l'automne 2022, Autisme Soutien a été enregistré comme organisme sans but lucratif. Toutes les activités sont assurées par des autistes du conseil d'administration jusqu'aux personnes qui assureront la prestation des services offerts par l'organisme, en passant par l'équipe de direction et de coordination. L'approche d'Autisme Soutien comporte plusieurs facettes. Tout d'abord, Autisme Soutien s'inscrit dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il prend en compte la diversité des identités et leur intersection. Autisme Soutien adopte aussi une approche neuro-affirmative et neuro-inclusive qui valorise la construction d'une vision positive de l'autisme sans nier les défis individuels, tout en reconnaissant l'existence des systèmes de pression. Autisme Soutien met aussi de l'avant une approche anti-suicidiste, c'est-à-dire une perspective qui s'éloigne de la surveillance, de la punition, de la pathologisation, de la culpabilisation, de la moralisation et de la logique d'incarcération et de criminalisation du suicide. On privilégie ainsi une approche de bienveillance et de réduction des méfaits qui permet aux personnes de s'exprimer librement sans crainte de subir des conséquences négatives et de se voir imposer des interventions auxquelles elles n'ont pas consenti. L'adoption d'une approche anti-suicidiste permet de passer d'une logique de prévention qui met l'accent et accorde la primauté à la vie à une logique d'accompagnement où la personne passe au premier plan. Pour les autistes, l'approche anti-suicidiste permet par ailleurs de prévenir les violences vécues spécifiquement par les personnes autistes lors d'interventions imprévues et non consensuelles des services d'urgence, entre autres lors d'interventions effectuées en raison de crise suicidaire. Par ailleurs, je tiens à remercier Alexandre Barry, qui est professeur au département de services sociaux de l'Université d'Ottawa, pour son travail innovateur sur le sujet et pour sa contribution à notre approche. Donc, Autisme Soutien se veut une alternative aux services qui, s'adressant aux autistes, ont été pensés et sont offerts par des adultes, c'est-à-dire par des personnes non autistes, qui s'appuient sur une perspective biomédicale ainsi qu'une compréhension pathologisante et individu-centrée de l'autisme. Je suis encore avec vous, je pense. Oui, parfait. Donc, la mission d'Autisme Soutien comporte 3 volets. Le premier est d'offrir des services ponctuels de relations d'aide, d'écoute, de soutien et de référence à des autistes, et ce, en lien avec des questions qui les concernent, incluant leur santé mentale et leur inclusion sociale. Le deuxième volet est de défendre et de promouvoir les intérêts et les droits des autistes par des activités de sensibilisation et d'éducation sur des questions qui les concernent. Et le troisième volet vise à favoriser l'autodétermination des autistes qui s'impliquent dans l'équipe d'Autisme Soutien en leur offrant l'opportunité d'endosser un rôle citoyen valorisé et de s'engager dans une activité contributive qui est source de pouvoir d'agir. Autisme Soutien est un service de soutien social en ligne. En parallèle, on vise éventuellement à offrir aussi des activités éducatives à visée neuro-affirmative, par exemple des ateliers centrés sur l'autodétermination et le développement d'identité positive à l'intention d'autisme, des conférences et de la formation pour des personnes qui souhaitent devenir des alliés pour les personnes autistes, et de la formation sur mesure développée selon les besoins de votre milieu. Donc, comme on a vu, avec la recherche participative dont parlait Marjorie, les participants ont indiqué à plus de 70 qu'ils apprécieraient de façon non mutuellement exclusive un service de clavardage, des vidéoconférences, des courriels, le téléphone ou des messages textes. Donc, ça venait confirmer l'idée initiale de mettre sur pied le service de soutien social offert en ligne. Ultimement, Autisme Soutien prendra donc la forme d'un service de soutien social gratuit, anonyme et confidentiel. Donc, le service offert par clavardage
par des autistes pour des autistes, parce que le savoir expérientiel n'est pas une option, mais plutôt une condition essentielle à l'offre de services de soutien social. Les services d'autisme soutien sont donc assurés par une équipe de bénévoles compétentes qui sera spécifiquement formée pour accueillir activement le vécu des personnes qui utiliseront le service. Comme on l'a mentionné au début de la conférence, Autisme Soutien est né d'une initiative citoyenne et il s'agira d'un service soutenu sur une base communautaire. Donc, chez Autisme Soutien, le soutien social n'est pas rattaché à des services spécialisés de santé ou de réadaptation. Et c'est important parce qu'on souhaite que ça soit accessible à toutes les personnes qui se considèrent, qui s'identifient ou se demandent si elles sont autistes, incluant celles qui sont en rupture par rapport aux services traditionnels et celles qui ne leur font peut-être pas confiance. Ça peut être suite aussi à des mauvaises expériences avec les services traditionnels qui peuvent être jusqu'à traumatiques. Je le précise parce que c'est important. Autisme Soutien sera offert à toutes les personnes francophones qui ont un accès Internet, évidemment. Donc, sous forme de clavardage, Autisme Soutien va permettre aux personnes autistes de venir échanger dans un environnement bienveillant, de discuter avec des bénévoles autistes qui ont reçu une formation spécifique pour offrir un tel soutien, de partager leurs expériences en sachant qu'ils seront accueillis comme valides et légitimes et d'exprimer librement leurs émotions et leurs expériences sans avoir à masquer ou à camoufler. C'est important pour nous que ce soit une initiative portée par les personnes autistes pour des autistes. C'est important qu'Autisme Soutien permette la valorisation de chaque personne autiste dans son unicité et dans ses capacités personnelles, une meilleure connaissance de soi et offre une façon de s'inclure davantage en socialisant par des moyens facilitants. Donc, voilà, je pense que ça clôt la présentation. Il me restait à vous inviter à visiter notre site Internet qui est mis en ligne aujourd'hui, étant donné qu'on fait le lancement, et notre page Facebook aussi, sur laquelle on va vous donner des nouvelles de l'avancement du projet. Et voilà. Et puis, je repasse la parole à Marjorie. Si vous avez des questions, ben, la période des questions va suivre. Exact, tout à fait. Puis je mets à l'instant même le site Internet d'Autisme Soutien dans le clavardage pour les personnes qui souhaiteraient aller visiter.